Les débats avec vous jusqu'à midi. On commente l'actualité avec Dominique de Montvalon. Bonjour Dominique. Bonjour. Journaliste politique, Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques. Salut et fraternité. Salut et fraternité à vous. Thomas Alexazer, délégué national Les Centristes, conseiller départemental de l'Eure. Bonjour à vous. Bonjour, et Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du média en ligne Livre Noir. Bonjour à vous. Emmanuel Macron est en Ukraine, c'est l'actualité. Pour quel objectif? Mise en scène pour certains, on vous posait la question. C'est vrai que BFM était à bord du train assez opportunément ce matin. Mais on va en reparler. On va parler du cas de Damien Abad et puis de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio sur la projection en siège avec une majorité absolue qui semble compliquée pour le président de la République. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Dominique, on commence avec vous. C'est un sujet parisien mais qui a concerné Marseille. Ah oui. Oui, allez-y. Pas les sujets que vous venez d'évoquer. Écoutez, coup de cœur, coup de gueule, petit tour de table. Je dis coup de gueule en mesurant bien que beaucoup de nos auditeurs, de vos auditeurs qui nous écoutent, disent c'est encore des histoires de Parisiens. Mais oui, tout ne se fait pas à Paris, on l'a bien compris définitivement. Enfin là, c'est quand même extraordinaire. Donc il y a une nouvelle grève, je pense qu'elle n'est pas terminée, je suis passé dans une partie des rues de Paris. Une nouvelle grève des éboueurs. Et la singularité de l'affaire, c'est que vous avez les arrondissements avec et les arrondissements sans. Il y a des arrondissements avec grève et avec des entassements incroyables de sacs poubelles, de trucs de tous ordres, et les arrondissements sans grève et qui se passent correctement. Alors, si j'ai bien compris, je dis ça, le constat n'est pas niable. Chacun peut apprécier l'importance ou pas de l'affaire, mais le constat n'est pas niable. Si j'ai bien compris, ceux qui font grève, et donc les Parisiens le voient chez eux, dans une partie des arrondissements, c'est ceux qui dépendent de la municipalité. Sinon, ce sont des sociétés privées qui gèrent leurs éboueurs. C'est une découverte pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait les éboueurs avec et les éboueurs sans, si je puis dire. Et une fois de plus, il y a très peu d'informations données par la municipalité là-dessus. On ne connaît pas les tenants et aboutissants, en tout cas moi je les connais pas. Et c'est dégueulasse. Voilà, pour dire d'un mot. Enfin, c'est dégueulasse. Le mot ne vise pas les éboueurs, donc j'imagine qu'ils ne visent pas des choses très agréables. Mais par cette température en plus, les poubelles qui s'entassent, près de 300 tonnes dans le 14e arrondissement, 200 tonnes. Qu'est-ce qu'il dit le maire de Maisons-Laffitte sur cette gestion? Bien évidemment, nettoyer les rues et enlever les déchets et nos poubelles est une mission première des municipalités avec les cimetières, sur le plan historique. Et ce que j'entends dans la bouche de Dominique, c'est effectivement qu'il y a un très profond malaise social dans les rémunérations des agents des villes. Et c'est ça qui doit alerter. C'est-à-dire qu'on voit monter une insatisfaction salariale et qu'il va falloir y répondre. Le problème, c'est que les collectivités sont coincées sur le plan financement. Avec la suppression de la taxe d'habitation, il nous manque de l'argent. On sait très bien que M. Macron a annoncé que les collectivités devront se serrer la ceinture puisqu'il va ponctionner 10 milliards sur ce qui devrait arriver pour pallier la suppression de la taxe d'habitation. Donc on est vraiment dans je dirais, un faisceau qui se croise entre la nécessité d'augmenter les fonctionnaires et la nécessité de trouver des recettes. Dominique, j'ajouterais juste un mot. En plus, dans l'équation, il y a le fait que la municipalité parisienne est profondément endettée. Même si ça a été masqué, c'est absolument établi et indéniable. Juste un mot. Ce matin, dans le Parisien, il y avait cette information selon laquelle les départs en vacances allaient être très, très compliqués. Il va y avoir des grèves, évidemment, le premier week-end de juillet, mais surtout, on manque d'agents de sécurité pour contrôler les bagages. Et il n'y a pas
pas de candidats. On manque partout. Non, mais on a parlé des hôpitaux. C'est un nouveau secteur, je le découvre en vous écoutant. J'ai découvert ça ce matin, donc il va y avoir des embouteillages parce qu'il manque, des embouteillages, il va y avoir des queues interminables dans les aéroports, donc prenez vos précautions. Il n'y a pas aujourd'hui de candidats pour être agent de sécurité dans les aéroports. Alors on demande un curriculum vitae évidemment vierge de toute condamnation, mais il n'y a personne. Alors ils ont même des primes, ceux qui recommandent des amis. Tout le monde. Thomas Elexhauser, Je reviens d'une campagne où j'étais candidat aux législatives et une campagne passionnante de plusieurs mois. Et des entreprises cherchent 10, 20, 30 salariés par entreprise et ne trouvent pas. Et même, on finit par jouer au bon coin, on finit par jouer sur Facebook pour toucher les gens. Je pense que ça pose aussi le sujet de l'assurance chômage et du retour à l'emploi de beaucoup de personnes qui sont coupées du marché du travail. Mais nous avons des secteurs qui sont en souffrance absolue. Alors, je vous signale aussi, pardon de monopoliser la parole ce matin, mais c'est à lire dans Paris Match, qui fait beaucoup plus de news maintenant, d'actualité, et un papier très intéressant sur l'intérim à l'hôpital, on l'avait évoqué, mis en place par Martin Hirsch, qui dénonce ce poison, mais en même temps, il est patron de la PHP. Et donc, il y a eu cette petite annonce pour le centre hospitalier de Bourges. Bonjour docteur, nous recherchons pour le centre hospitalier de Bourges un médecin anesthésiste pour des journées de garde de 24 heures. Rémunération 680 € par jour, 1360 € pour la garde, quand vous savez que c'est entre 200 et 300 € pour des professeurs. Merci de revenir vers nous. Et c'est négociable. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils peuvent même négocier plus. Donc on est en train de marcher sur la tête sur ce genre de situation. Non, Éric Tegner? Oui, c'est parce que déjà, ils refusent de se projeter, ils refusent de se dire on enclenche des vraies dépenses, et c'est pour ça qu'ils font appel aujourd'hui à l'intérim. Donc il ne faut pas s'étonner après, de toute façon, que ça soit pas viable et que les personnes qui, pour le coup, travaillent de façon très régulière dans les hôpitaux se sentent aujourd'hui, je pense notamment aux infirmières, se sentent complètement lésées. Moi, je pense vraiment au sujet qui est revenu ces dernières semaines, qui est du fait que les infirmières, lorsqu'elles travaillent la nuit, c'est même pas 1 € de plus. 9 € la nuit. Voilà, donc ça, c'est un. Et là, on voit que cette histoire d'intérim est complètement délirante. On dépense un pognon de dingue, pour un système qui ne fonctionne pas. Dominique? Non, je partage tout à fait les remarques qui viennent d'être faites. Et il n'en reste pas moins qu'en plus, non pas à la place, mais en plus, il y a quand même, en tout cas chez moi, une question. Comment ça se fait que tant d'emplois dans des secteurs les plus variés, on a longtemps parlé surtout de la restauration, mais il s'en faut qu'il s'agisse que de la restauration, ne trouve pas preneur. Il y a des causes variées, mais ça pose une question de fond. Bien sûr, mais c'est tous les métiers de service, c'est les enseignants aussi, c'est les crèches, là on le voit. Parce que je pense qu'il y a un problème aussi, on n'a pas conscience que pour remplir un emploi, il y a aussi la question du logement. Bien sûr. Ça veut dire que les gens, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, il suffit pas de se dire on va se déplacer de 500 km pour aller trouver un nouveau job. Ce qui est certain, c'est que le sujet de la formation est résolu parce que les entreprises prennent sans qualification et assurent la formation. Allez, c'est fini pour ce petit quart d'heure. On continue tout de suite après le journal de 11h sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Dominique de Montvalon, journaliste politique, Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Thomas Elexhauser, délégué national, les centristes et conseiller départemental de l'Eure. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été candidat aux élections législatives. Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir. On va parler d'Emmanuel Macron qui est en Ukraine. Quels objectifs? Pourquoi faire? Damien Abad peut-il tenir? La pression est assez importante à chaque fois qu'un politique se déplace. On lui pose la question. Et puis le sondage IFOP fiducial sur la projection en siège. Prudence, comme le dit à chaque fois Frédéric Dabi, mais visiblement majorité absolue qui s'éloigne pour La République en marche. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Éric Tegner, c'est un coup de gueule? Oui, moi c'est une vidéo de Combini. Vous savez, c'est ce média en ligne, notamment sur Facebook et les réseaux sociaux, qui m'a beaucoup heurté, qui a été publié hier. On voit justement une femme qui dit avoir souhaité renoncer à ses droits parentaux vis-à-vis de sa jeune fille qui a à peine 3 ans. Moi, il y a 2 choses qui m'ont dérangé. La première, c'est qu'en fait, on voit cette petite fille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas floutée.
qu'est-ce qu'elle va penser lorsqu'elle aura l'âge de raison, qu'elle va regarder sa vidéo, qu'elle va voir sa mère qui dit clairement qu'elle se sent mieux depuis qu'elle l'a abandonnée, etc. Pardonnez-moi parce que je n'ai pas suivi, c'est extrêmement troublant ce que vous racontez. La mère veut renoncer à ses droits parentaux, ça veut dire elle veut abandonner son enfant. Oui, elle l'abandonne. J'essaie de comprendre. Exactement, et elle l'a donné du coup à une famille d'accueil. Donc voilà, et en fait, on a l'impression que la victime, c'est cette femme. Alors que la victime, c'est l'enfant. Et il y a une banalisation aussi de ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a eu... ça veut dire que ça va presque être une façon de dire aux gens, vous savez, si vous voulez, si votre enfant, vous ne l'aimez pas, c'est pas grave, quand même rarissime, Eric. C'est ce qu'elle explique, c'est pendant 5 minutes, on la voit pleurer. Les conneries de certaines personnes, on peut les entendre longuement. Non, là, vous exagérez un peu quand même. Mais ce que vous racontez est extrêmement troublant. Je vous invite vraiment à la regarder. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une tendance, que ça va donner des idées aux gens. Je trouve que c'est de la promotion. À un moment donné, c'est une vidéo qui a fait plusieurs centaines de milliers de vues. C'est de l'autojustification. Ça donne la sensation, je suis désolé, moi je pense que le sujet, c'est plutôt le fait qu'à un moment donné, déjà, je trouve que de ne pas avoir flouté cet enfant, ça montrait bien qu'il n'y avait pas un état d'esprit de se dire on est là d'abord pour protéger l'enfant à un moment donné et pas essayer de trouver des justifications à la mère. Parce que quand il y a la petite musique et la mère est bien mise en valeur, etc., moi j'ai trouvé ça extrêmement violent. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas adoptables et qui sont placés en famille d'accueil ou qui sont dans différents organismes parce que les parents n'abandonnent pas leurs droits parentaux et que ces enfants mériteraient d'être... Donc c'est compliqué. Non, mais je n'explique pas. En fait, je n'explique pas le fait que il ne faille pas s'il y a une femme qui ne se sent pas. Il y a des gens, il y a des personnes qui se sentent pas. Est-ce que ça vaut le coup de faire de la pub à un média qui publie des vidéos plus que parce que Combini, c'est quand même tous les jours. C'est tous les jours qu'il y a de ce type de vidéos. Oui, c'est ça, parce qu'il faut faire le buzz et c'est gagné. Il faut faire le buzz, c'est ça qui est inadmissible. Et Eric a raison. C'est pas fortement scandaleux de mettre ce drame humain en exergue et absolument. En faire la volonté de faire du buzz pour... mais là, vous venez de leur... Et sans doute ensuite des recettes... Non, parce que Combini, vous savez, c'est des millions de vues. Hein, oui, mais vous venez de leur octroyer une nouvelle fenêtre de vue où les gens vont aller voir ce qui s'est passé. Ouais, mais je pense justement qu'il faut prévenir. Ça veut dire que Combini, ils essayent de banaliser. C'est toujours la même chose. Il y avait une autre vidéo ce matin. C'est le couple à 3. C'est ce genre de choses en permanence. Et donc, je trouve qu'en plus, c'est un média qui s'adresse aux jeunes. C'est autre qui chose. vise les jeunes avec de la publicité sponsorisée. Et c'est important, je trouve, d'alerter aussi les adolescents en leur disant n'allez pas regarder Combini comme ça sans imaginer que derrière, il y a quand même une entreprise de déconstruction. Certains feront le risque de faire le geste inverse. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que les enfants, c'est sacré. Oui, absolument. Et Thomas Alexhauser, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule, oui. Donc j'ai vécu cette expérience incroyable de ma première législative dans l'Eure, dans mon canton, ma circonscription. C'est un coup de gueule parce que... Vous êtes arrivé 3e ? Oui, 17%. Le 4e. 4e en étant honnête, 17%. 5 points de la candidate En Marche sortante et 13 points, voire 15 points derrière le candidat du Front National. Mon coup de gueule vise à parler de ces élections législatives et de ce que ça représente désormais comme l'auto financier. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. On a tous les partis politiques confondus, même ceux auxquels j'ai pu appartenir, on utilise cette élection comme un moyen de renflouer les caisses, de se doter de moyens financiers. C'est leur droit, c'est le seul moyen qu'ils ont. Mais je trouve qu'on est arrivé à un point d'alerte qui fait que on a 10, 11, 15 candidats par territoire. On a des candidats qui n'habitent pas le département, des candidats qui sont parachutés à 600 km dans un département pour se présenter devant les électeurs et dire demain je serai votre porte-parole, votre porte-voix à la représentation nationale. Je trouve ça très grave. Nous avons des femmes qui valent plus cher que des hommes, où on est à la recherche de la parité absolue parce que il y a des enjeux financiers derrière. Je n'ai pas forcément la solution, mais on a quand même, je pense, un besoin de sincérité, un besoin de proximité, un besoin de remettre un peu du lien entre les élus et les habitants, et qu'on est arrivé à un point d'alerte. Et donc, voilà, je prends aussi cet exemple de ce candidat Rassemblement National à Vernon, qui il y a un an était conseiller municipal à Louviers, donc dans une autre circonscription, et qui était aussi candidat au cantonal à Bernay, dans ma circonscription, il y a quelques mois. Et donc, je trouve que là, on se moque de la gueule des gens, sans leur dire,
parce que peu de médias ont relayé cette histoire-là, et qu'au final, il y aura des grands gagnants de cette élection en termes de moyens financiers. Et donc, je trouve qu'on devrait revoir les règles, peut-être rendre obligatoire le fait d'être pas seulement habitant, mais électeur du département, voire même de la circonscription, pour être candidat aux législatives dans 5 ans. Jacques Méhard ? Je suis désolé d'être en désaccord avec Thomas, parce que je dirais la seule sanction, c'est le suffrage universel. Et donc, je suis désolé, c'est le financement des partis. Oui, les partis présentent des candidats, on a vu notamment les Amis des Bêtes, là, les Almélières, avec son canard. Il est clair que pour rechercher effectivement des financements publics, il faut être sanctionné par le suffrage universel. Et donc, il n'y a pas vraiment d'alternative. Je comprends ce qu'il dit, mais si vous interdisez effectivement à un candidat de ne pas pouvoir se présenter dans une circonscription où il n'est pas inscrit sur une liste électorale, je vous rappelle que futur député, il est député de la nation et il représente l'ensemble du pays. Donc, il faut être prudent. Mais je comprends qu'il trouve un peu fort qu'il y ait une sorte de campagne shopping. Voilà. C'est-à-dire qu'on va présenter des candidats pour récolter 1,6 ou 1,36 € par vote acquis. Je pense déjà que les règles doivent évoluer. On ne peut pas se dire que certains partis vont toucher des millions ou dizaines de millions d'euros sur des règles comme ça. Mais vous allez interdire à des gens de se présenter. Alors, il y a quand même une limite. Je suis désolé. Vous pouvez regretter qu'il y a quelqu'un qui n'habite pas la circonscription et qui se présente en lui disant « tu n'habites pas là, donc va te faire voir ailleurs ». Je suis désolé, c'est quand même tout à fait différent du système législatif français qui existe depuis toujours. Donc, mais je pense, Jacques, que c'est une question qu'il faut que l'on se pose. Je pense aussi que l'éloignement et la distance des gens aussi vis-à-vis des scrutins font aussi qu'ils n'y comprennent plus rien. Moi, les gens rigolent quand ils voient qu'il y a 14 affiches électorales. Alors chez moi, il n'y en avait que 9. Mais les gens rigolent quand ils voient 14 affiches électorales. Et donc tout ça entretient aussi l'abstention de se dire on se moque de nous quand il y a 14 titulaires et 14 suppléants qui se présentent pour un seul poste. J'entends bien, mais il y a eu moins de candidats cette fois-ci qu'il y en a eu en 2017. Mais c'est vrai que... non plus exagérer. Mais c'est vrai Je crois qu'il faut se méfier. Vous savez, il y a un moment, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Attention au boomerang. Oui, Éric Tegner. Moi, je vais faire plaisir à Jacques Méhard sur un élément, c'est que je pense que le vrai problème d'ailleurs, c'est le non-cumul des mandats. Ça veut dire qu'on a perdu la figure du député-maire. Après, là où je suis aussi en désaccord avec vous sur la question de la localisation, c'est qu'on est dans un monde, on en parlait tout à l'heure sur la question de l'emploi, où on peut venir d'un village, on peut venir d'une ville, pas forcément y travailler, on peut être obligé de partir dans d'autres grandes villes, etc. Et donc, quand on revient pour pouvoir faire de la politique, pour revenir peut-être sur les termes de notre enfance ou autre, ça peut être dérangeant qu'on nous explique qu'en fait on ne vient pas de là et qu'on ne serait pas légitime pour représenter les Français. Moi je pense qu'en revanche sur la question du financement, un autre problème c'est que ça fausse les questions des alliances, c'est-à-dire qu'il y a des alliances entre partis qui devraient se faire et qui ne se font pas uniquement pour des raisons budgétaires, alors il y a des alliances qui se font que pour des sujets budgétaires. Exactement, aussi. Mais donc c'est pour ça que c'est important effectivement d'en parler. Moi je pense qu'il faudrait réfléchir au fait que peut-être qu'il faudrait donner des financements par rapport aux résultats de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, tout est concentré notamment depuis le quinquennat sur l'élection présidentielle et les Français ont l'impression finalement que les législatives ne les représentent pas grand-chose. Il y a 53% de taux d'abstention. Aujourd'hui, l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle en France. Et donc sur la question par exemple du financement des partis, c'est sûr que de se dire que le Rassemblement national par exemple va avoir moins de financement peut-être que les Républicains, alors que Marine Le Pen est au second tour avec 41% et que Valérie Pécresse ça fait 4,6%, ça participe quand même des problématiques et les Français le ressentent. Donc je pense que peut-être il faudrait réfléchir au fait que justement Eric, ne pas lier ça aux législatives. Riper le financement non à partir des votes des législatives, mais à partir des votes des présidentielles. C'est une option, effectivement. Le problème du financement des partis dans ce pays se pose. Parce que faire de la politique, aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Bien sûr que ça coûte de l'argent. On se retrouve dans un petit instant avec vous et on va évoquer donc la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. À tout de suite.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Dominique de Montvalon, Jacques Miard, Thomas Elexhauser et Éric Tegner. Avant de vous donner la parole, Jacques Miard, je voulais vous faire réagir sur cette information qu'on a eue hier, à savoir Nicolas Sarkozy a reçu la visite de la candidate macroniste de la 4e circonscription de Paris, Astrid Panosyan-Bouvet, cofondatrice d'En Marche, plutôt qu'à Brigitte Kuster, élue il y a 5 ans. Brigitte Kuster, qu'on connaît bien, qui est venue souvent débattre ici, c'est indépendamment de toute partisanerie politique. Là, c'est vraiment de la politique. C'est-à-dire que Brigitte Kuster est une LR pur jus qui a soutenu Emmanuel Macron, lapsus intéressant, qui a soutenu Nicolas Sarkozy contre vents et marées. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui connaît depuis 40 ans. C'est assez... Jacques Miard, vous, que pensez-vous de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy hier ? Vous savez, Nicolas Sarkozy pensait qu'il avait une position de commandeur et qu'il pouvait faire des élections. Il se trompe complètement. Ben oui, et pour moi, je vais vous dire, je crois qu'il déconne complètement. C'est aussi simple que ça. Il n'est plus crédible. Ouais. Il n'est plus crédible. Et je crois qu'il devrait revoir sa position et faire attention à ce qui se fait, parce qu'il a un grand défaut. C'est qu'il veut essayer de faire du buzz, il veut essayer de compter, mais il ne compte plus. Oui, mais il a bien vu qu'il n'avait pas obtenu grand-chose au gouvernement lors des élections et de la composition du gouvernement. Donc pourquoi continuer dans ce sens d'envoyer des gestes ? Parce qu'il a besoin d'existence. Ouais. C'est un homme il atteint l'orgasme quand il est reçu à l'Élysée par Macron. Ouais. Eh ben, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit ? Il est aujourd'hui hors course. Il faut savoir que c'est vrai que... Oui, mais c'est une image de traître, là, pour le coup. On y va carrément. Vous savez, vous pouvez l'affubler de tous les qualificatifs, on s'en contrefout. Ouais. Les Français l'ont éliminé. Ouais. C'est vrai que Nicolas Sarkozy existe beaucoup plus à travers Emmanuel Macron qu'à travers les Républicains. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'était le problème de LR, c'est qu'ils ont attendu des années avant vraiment de le comprendre. Ça fait des années qu'en fait, Sarkozy a quitté définitivement les Républicains et qu'effectivement, il est dans une logique d'intérêt personnel. Pas uniquement, je pense, pour faire le buzz. Il y a aussi des logiques pour faire des affaires, pour avoir des rencontres. C'est toujours bien, quand vous allez à l'étranger, vous allez faire des conférences, de montrer à un chef d'État, à ses amis du Qatar, etc., qu'il a l'oreille du président Macron plutôt que l'oreille de Christian Jacob. Et ça, je pense que la grande erreur, mais ils sont en train de le comprendre du côté des Républicains, c'est justement de ne s'être pas débarrassé définitivement de son influence après 2017 et de continuer toujours perpétuellement tous les jours ces rencontres ridicules, Roménil. Mais tous les jours, il y a une photo d'un LR qui va rue de Miroménil. Ils sont tous là avec les photos, avec mon ami Sarkozy, du côté LR, en permanence. C'est-à-dire que, mais ça ne touche pas d'ailleurs uniquement les hauts cadres. Ça touche le moindre militant, ça touche le candidat aux législatives. Tout le monde veut avoir l'onction de Nicolas Sarkozy, alors que ça apporte plus grand-chose. Le tweet, je donne la parole, le tweet de Geoffroy Boulard, l'actuel maire du 17e arrondissement, dit « Minable, indigne, traître quand un président dit de droite soutient une candidate de gauche opposée dimanche à une élue fidèle qui a présidé son comité de soutien parisien, qui lui a donné tant de leçons de loyauté, prêt à tout pour exister et sauver sa peau. » Ouais, moi, je voudrais apporter tout mon soutien à Brigitte Kuster, que je ne connais pas par ailleurs, mais qui mène un véritable combat, qui s'est battue il y a 5 ans pour cette circonscription, qui est une femme de valeur, une femme droite, et dire à tous les candidats de la droite et du centre, partout qualifiés au second tour, accrochez-vous, parce que l'Assemblée a besoin d'une représentation diverse, l'Assemblée a besoin de députés qui sont de sensibilités différentes, et j'espère vraiment qu'un maximum d'élus seront élus dimanche, et que cela pourra peut-être bouleverser un petit peu le quotidien de l'Assemblée nationale. Et c'est lié à Paris aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la droite parisienne, elle est quand même importante. Je pense aux prochaines élections municipales. Je me demande ce que doit penser aujourd'hui Rachida Dati. Ça veut dire que de perdre... Rachida était hier avec Brigitte, d'ailleurs, et David Lisnard en meeting de soutien. Mais s'ils perdent un nombre considérable de députés LR sur Paris, c'est pareil, ça va être compliqué pour eux pour les prochaines municipales. Je suis pas certain que l'alternative à Paris, ça soit La République En Marche. Oui, Dominique. Moi, je pense que... Oui, Jacques Miard. Je pense que Nicolas Sarkozy se plante complètement, c'est évident, et que c'est fini, quoi. Je crois que, je ne dirais pas comme avait dit De Gaulle, la vieillesse est un naufrage, parce qu'il est assez jeune encore, mais il n'en demeure pas moins que ça ne va pas. Il est complètement hors
je dirais, des écrans radars aujourd'hui de l'influence politique. Oui, mais pourquoi? Enfin, c'est un homme qu'on peut a priori imaginer intelligent. Donc pourquoi faire cela? Il ne suffit pas d'être intelligente. Il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Mais c'est une de ses plus fidèles, Brigitte Kuster. C'est une des plus proches. Donc c'est une trahison qui, pour les LR, va être, on le voit d'ailleurs dans les soutiens que reçoit Brigitte Kuster, qui va être très, très compliqué à gérer pour lui. Je suis même convaincu que ça va l'aider face à l'ignominie. Oui, c'est possible, peut-être. Oui. Dominique? J'avoue que. Alors d'abord, je voudrais dire point 1 que Brigitte Kuster est une femme importante, respectable et efficace, et a été une députée digne de ce statut de députée qui n'est pas le moindre statut qu'on puisse avoir dans la République. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy, tout ça est extrêmement complexe, complètement passionnel. Ouais. Je parle en général de la conduite de Sarkozy, parce qu'on n'a pas le temps d'évoquer d'autres sujets qui sont liés à la personnalité. Dans le cas précis, je dirais simplement, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Je ne comprends rien. Précisons, de ce que fait Nicolas Sarkozy dans le cas précis. Pourquoi, comment, quelle est la part de la vengeance, de la revanche, d'un mouvement d'humeur. Enfin, je ne sais pas. C'est quand même, par rapport à Sarkozy qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on a connu, d'allégeance au président de la République, mais les choses étaient dans l'espoir d'obtenir peut-être quelque chose. Et troisième chose, je voudrais dire, c'est que ce qui est au-delà de ça, et que je ne minimise pas, parce que l'enjeu de la députation est pour Brigitte Kuster un enjeu clé et important. Et la partie n'est pas perdue d'avance. La droite actuellement, j'espère pour la droite qu'elle s'en sortira. Elle s'enferre dans des exclusions et dans des querelles internes qui n'en finissent pas. Je vous donne un exemple sans le mettre sur le même plan, un exemple d'actualité, sans le mettre sur le même plan que le cas de Brigitte Kuster. Gérard Larcher a été, c'est dans Valeurs Actuelles que j'ai lu ça, Gérard Larcher a été lundi, je crois, reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il n'en faut pas plus pour que des spéculations se déchaînent et tout. Moi, je vous dirais que avec mon état civil, j'en ai vu passer des générations de droite et autres, mais il y a eu des tensions, il y a eu des bagarres, il y a eu des incompatibilités, etc. Mais en gros, la droite a conquis le pouvoir et géré sa part de pouvoir, souvent avec l'approbation d'une majorité de Français, quand elle a su gérer ses contradictions et l'ensemble des personnalités, aussi contradictoires soient-elles, qui se réfèrent à elle. Ce qui me sidère, c'est que d'incident en incident, là, c'est Sarkozy qui l'a provoqué, on est bien d'accord, je l'oublie pas en chemin. Mais d'incident en incident, c'est exclusion. Moins on sera nombreux, plus on sera pur, et on gagnera. Eh bien non. Non, mais c'est aussi la logique que la droite est une droite de gouvernement, et donc il faut des perspectives de victoire. Et donc plus celles-ci se réduisent, plus il y a de chances que les gens jouent individuellement. On en parlera tout à l'heure. Proposé ça. On verra le résultat des législatives. On verra. La solution. Oui, juste un mot. La solution nous vient de NUPES. Ils ont réussi à faire une alliance électorale avec un conglomérat d'antagonisme. Eh bien, la droite doit faire la même chose. Il faut voir si ça va gagner. Ils ont un leader, ils ont Mélenchon. Ça ne signifie il n'y a pas de leader à droite. Que l'on va oublier. Mais attendez, ça viendra. Vous tracassez pas. Ça viendra. Donc c'est quoi? Donc ça veut dire une alliance avec le RN? Mais c'est très simple. C'est-à-dire chacun garde son identité propre, mais on peut très bien distribuer un certain nombre de circonscriptions comme l'a fait NUPES. Et ça peut fonctionner. Moi, je me refuse à envisager toute alliance avec le RN. Oui, c'est ça. Mais surtout, ça, c'est très bien. Allez, continuez. Mais c'est mon point de vue, monsieur Millard-Jacques. Mais c'est pas une explication du monde. Ce que je voulais dire, c'est que attendons dimanche de voir les résultats. Attendons de savoir combien d'élus de la droite et du centre auront gardé leur circonscription ou en gagné de nouvelles. Je pense que la droite doit tout reprendre, changer les générations, faire un travail sur le fond, sur les idées, reconquérir un électorat qui est totalement perdu. Et je voudrais quand même rappeler que la droite, malgré tout, ce qu'on a pu dire est toujours là. On a annoncé 50, 60 figures de la droite qui partiraient avec Sarkozy dans une alliance avec La République En Marche. Au final, il y en a 5. 5 à qui on a proposé, pour la plupart des secrétaires d'État. Donc attendons dimanche de voir combien on sera. Et après cela, il y aura un grand travail de refondation. Est-ce que vous êtes certain
qu'aucun député LR qui aura été élu sur l'étiquette LR, parce qu'il sait qu'il vaut mieux avoir l'étiquette LR parfois que l'étiquette En Marche. Est-ce que vous êtes certain qu'aucun ne sera débouché par Emmanuel Macron? Parce que c'est le sujet aujourd'hui. Je ne sais pas dire aujourd'hui si la majorité sera absolue ou relative. Et je pense aussi que si jamais Emmanuel Macron n'a pas la majorité seul, ça fera peut-être du bien au pays d'avoir le soutien sur certains textes de loi de députés qui pourront. Oui, mais s'il lui manque 3 députés ou 4 députés, mais pas de soupe, il va aller les acheter. C'est qu'il faut réformer ce pays. Dans tous les pays européens, le Parlement fonctionne comme ça, par des coalitions. Je n'appelle pas à la coalition, j'appelle pas à fusionner, monsieur Millard. Je dis juste qu'à un moment donné, on a une souffrance des Français qui est absolue. On a des problèmes sur la santé qui sont absolus, Jacques. Dans ma circonscription, Jacques, les femmes n'ont pas accès à des gynécos. En 10 ans ou 15 ans de temps, elles ne voient pas des gynécos. On a des souffrances absolues, Jacques, des gens qui vivent dans la misère, la pauvreté. Et c'est pas avec Jupiter que ça va être résolu. Allez, il y a un moment, ouvrez les yeux. Il faut qu'on marque une pause, c'est la pub, et on se retrouve après pour ce débat. Les débats avec vous, et on va recommencer avec vous, Jacques Miard, et votre coup de gueule qui va nous amener sur les pérégrinations de notre président de la République. Oui, alors, ce qui est un coup de gueule, c'est un article du Monde que j'ai lu hier et qui dit « En Roumanie, Macron vante l'Europe de la défense ». J'ai éclaté de rire. Pourquoi? Parce que la Roumanie est la tête de pont des Américains pour l'OTAN en Europe. Ils ne veulent pas de l'Europe de la défense. C'est aussi simple que ça. La Roumanie a commencé par adhérer à l'OTAN, a fait installer une hyper base américaine et se fout de l'Europe de la défense. Et quand je vois que Macron va vanter l'Europe de la défense en Roumanie, j'éclate de rire. Parce que quand vous allez au ministère des Affaires étrangères ukrainien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le drapeau ukrainien, vous avez ensuite le drapeau, vous avez l'emblème de l'OTAN et ensuite l'emblème de l'Union européenne. Ouais. Les Roumains sont pour l'OTAN, point barre. Leur parler d'Europe de la défense, ça les fait rigoler. Oui, absolument. Et alors, donc le président de la République, on l'a appris ce matin, est en Ukraine et il est parti en train avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de gouvernement italien Mario Draghi. Ils sont arrivés vers 6h30 ce matin, 9h30 heure locale pour être précis. Et c'est la première visite de ces 3 dirigeants en Ukraine. Je vous propose d'écouter la première déclaration d'Emmanuel Macron à son arrivée en Ukraine. Un message d'unité européenne adressée aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles. Voilà, vous me regardez tous muets de sidération. Alors Jacques, continuez. Oui, moi je voudrais dire une chose, connaissant un peu, je dirais, la géostratégie et la diplomatie, puisque, comme disait mon ministre, Méard, vous êtes un diplomate inquiétant, mais au moins, je disais ce que j'avais à dire. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il est à la tête de l'Union européenne en tant que présidence. Il y va avec M. Draghi, il y va avec Olaf Scholz, qui sont tous les deux des gens qui commencent à sentir et à se dire il faut trouver une solution politique. Et donc, ce qu'il va dire, ce qu'on doit, je dirais, bien apprécier, c'est quel va être le message qui va passer à Zelensky, qui est totalement dans les mains des Américains. Il faut le savoir. L'OTAN, c'est la mainmise des américaines sur tous les Européens. Et ça, je sens bien que Macron, il commence à en avoir, je dirais, il a un problème avec ça, puisqu'il est pour la défense européenne. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un moment, il va falloir trouver une solution diplomatique. Donc on va voir ce qui va en sortir. Je ne préjuge de rien, mais à mon sens, aujourd'hui, il y a un revirement qui va s'effectuer. Je ne sais pas encore lequel et quand, mais il faut suivre ça. Parce que la puissance américaine risque de l'emporter sur la diplomatie européenne, Dominique. Mais parce qu'on le veut bien. Oui. Parce qu'on le veut bien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un moment, si on dit non, c'est non, comme l'avait fait notamment Villepin à l'ONU, il suffit de dire non, rien ne nous empêche, mais le problème, c'est que idéologiquement, Macron, Olaf Scholz et même Draghi sont, je dirais, soumis.
idéologiquement aux États-Unis. Oui, alors, Dominique. Non, je voulais approuver la déclaration précédente de Jacques Miard que je partage entièrement. Ouais. C'est-à-dire, le voyage à trois des trois plus importants pays de l'Union européenne, qui représentent les trois pays les plus importants de l'Union européenne, il est ce qu'il est, il tombe aujourd'hui, enfin peu importe. Mais effectivement, je partage ce qu'a dit Jacques Miard, effectivement, nous sommes dans un tournant. Politico-militaro et idéologique. On ne peut pas continuer indéfiniment. Il faut naturellement soutenir les Ukrainiens, etc. On ne peut pas continuer indéfiniment. Je rappelle qu'il y a, pas chez tout le monde, mais certaines voix, il y a seulement 2 mois, nous expliquaient tranquillement, comme si c'était une évidence, les Ukrainiens vont battre les Russes, vont vaincre les Russes, etc. Je trouvais ça complètement hors sol de dire une chose pareille. Aujourd'hui, il s'agit que les Ukrainiens ne soient pas battus et laminés par les Russes, et il est évident qu'avec toutes les conséquences qui s'en suivent pour l'ensemble de l'Europe, pas seulement les Français, mais aussi pour l'ensemble du monde, des pays africains par exemple, il est même urgent de commencer à dire, mais à quelles conditions pouvons-nous envisager le début de négociations qui pourraient déboucher sur une paix aussi précaire soit-elle ? C'est le nouveau truc. Le problème n'est pas seulement, bien sûr, il faut armer les Ukrainiens, ok, d'accord, on a compris, et on le fait, même si on se fait taper sur les doigts parce qu'on en fait, nous, Européens, jamais assez. On a compris, avec les Ukrainiens, c'est pas toujours dans la dentelle. Mais bien sûr, il faut les aider. Bien sûr, ils vivent des choses atroces et tout. Mais le problème, c'est comment va-t-on en sortir ? Oui, mais alors, sur quelle base ? Regardez autre déclaration à Irpin ce matin d'Emmanuel Macron qui salue l'héroïsme des Ukrainiens face à la barbarie. Je ne suis pas persuadé qu'en traitant les Russes de barbares, ça fasse beaucoup avancer les choses. Juste pour dire que Macron s'étant fait découper en morceaux pour avoir tenu sur la Russie des propos jugés par beaucoup trop indulgents. Il ne fallait pas humilier la Russie. Il ne s'agissait pas de Poutine, il s'agit de la Russie en général. La Russie éternelle. De mon point de vue. C'était pas faux, c'était peut-être pas opportun le moment où il l'a dit. Évidemment, il a voulu donner... C'est comme ça que j'interprète la chose. Il a voulu donner des gages. Mais je répète, le problème n'est pas là. Le problème, c'est... on peut pas le crier. Ils peuvent pas le crier sur les toits. Mais il faut arriver à convaincre Zelensky qu'il doit être l'homme qui ouvre un chemin qui peut déboucher, mais à quelles conditions je l'ignore, et c'est pas à moi de le dire, qui pourrait déboucher sur la paix. Oui, Éric Tegner, vous êtes allé en Ukraine. Et d'ailleurs, à l'époque, moi, quand j'étais dans le Donbass et que j'expliquais que les Russes, ils allaient gagner justement dans le Donbass, tout de suite, ça voulait dire qu'on était pro-russe. C'était impossible, en fait, à ce moment-là, d'essayer d'expliquer sereinement que finalement, d'un point de vue de l'artillerie, d'un point de vue de plein d'éléments, d'un nombre d'hommes, etc., les Russes allaient finir par gagner dans le Donbass. On finit aujourd'hui par enfin le dire. Mais si vous observez, à chaque fois qu'il y a une évolution dans les mentalités, ça dépend pas du tout de nous, ça dépend pas des journalistes français européens, ça dépend des Américains. On en parlait tout à l'heure sur la question, par exemple, qui commence à monter aussi, c'est ce qu'on dit. On dit la question de la corruption en Ukraine commence à monter. Pardonnez-moi, le Parlement européen, l'Union européenne, depuis des mois, a fait des rapports qui montraient qu'il y avait un problème de corruption en Ukraine. Mais il faut attendre que les Américains en parlent pour qu'enfin on puisse le dire. Tout comme demain, il y aura un autre problème sur la circulation des armes en Ukraine. Aujourd'hui, si on le dit, on va nous dire « Ah oui, mais en même temps, il fallait quand même bien armer les gens. Vous voulez quoi ? Vous voulez désarmer les Ukrainiens, etc. » On finira pas en parler. Mais à chaque fois, on se laisse dicter. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez Emmanuel Macron, moi, je salue son discours. Le problème, c'est qu'il est toujours à contre-camp. Il est malhabile. Mais lui, comme Olaf Scholz, ont un point commun. C'est qu'ils ont essayé d'avoir justement un discours un peu équilibré, d'essayer de faire l'équilibre aussi entre les États-Unis et la Russie, parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord une guerre, je trouve, entre les États-Unis et la Russie, voire la Chine. Olaf Scholz a été contesté aussi en Allemagne, fortement contesté. Il a été obligé de dire on envoie des chars. D'ailleurs, il a essayé de ne pas les envoyer. On lui a reproché, etc. Donc, au bout du compte, moi, je trouve que justement, ces dirigeants européens ont du mal à trouver un discours et qu'en plus, du coup, ils se décrédibilisent. Il faut savoir que du côté des Russes, ils se moquent des dirigeants européens parce qu'ils voient un Zelensky qui les insulte, qui leur fait des injonctions tous les jours. À un moment donné, à chaque fois, ils distribuent les bons et les mauvais points. Et d'ailleurs, juste un point pour terminer, ce qui était intéressant ce matin, c'est quand vous regardiez ce que disait Zelensky quand Emmanuel Macron était dans le train, il remerciait les Américains de leur avoir donné des munitions. Il n'y avait rien qui était mis en avant par rapport au Français qui arrivait. C'est ça le premier sujet. De dire qu'il est l'homme des Américains. On est arrivé à un point, je pense, dans ce conflit terrible. On a parlé des atrocités, de la guerre, etc. On est arrivé à un point de limite sur la communication. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter
ses conférences de presse, ses voyages, ses manières dont on organise les voyages, etc. Olaf Scholz, je crois que c'est pas la première fois qu'il y va d'ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer aux actes. Il faut arriver à trouver une porte de sortie. On sait très bien que l'Ukraine a entre ses mains l'alimentation de grand nombre de pays, qu'on pourrait dire des pays pauvres entre guillemets. On a des populations qui souffrent, et donc je pense qu'à un moment donné, ça fait des dizaines et centaines d'heures d'échanges téléphoniques qui sont relayés avec le président russe, etc., sur les réseaux sociaux, à la presse, etc. Mais où est la sortie de crise? Où est la sortie de crise? Si on creuse un peu, parce qu'on dit qu'il faut faire un accord, mais à un moment donné, vu qu'on l'a pas fait il y a quelques semaines, là ça veut dire que dans l'accord, on sera obligé de dire aux Russes, vous avez tout le Donbass, vous le gardez. La Crimée, vous le gardez. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une reconnaissance officielle, mais ça veut dire que demain, le nouveau Mariupol, ça va être Odessa s'il n'y a pas de deal. Parce qu'ils sont en train de se positionner. Ce qu'on entend, c'est que du côté de la Transnistrie, ils sont prêts pour justement attaquer par l'ouest Odessa. Ils ont fait la jonction entre la Crimée, Kherson, etc. Donc ils vont être très mobilisés et ils vont avoir beaucoup de troupes après, une fois que le Donbass sera pris totalement par les Russes. Mais Odessa n'est absolument pas aujourd'hui protégé. Et c'est ce que va dire Vladimir Poutine. Il va terminer la conquête du Donbass et après il va lui dire, si tu veux qu'on transforme Odessa en Mariupol, c'est ton problème. Je pense pas d'ailleurs que Vladimir Poutine souhaite réellement prendre Odessa. Il sait aussi qu'Odessa a été assez... ils étaient plutôt pro-russes en 2014, mais les éléments pro-russes ont été, entre guillemets, quand même purgés, pardonnez-moi le mot. Donc Odessa, quand même, a basculé vraiment pro-Ukraine. Simplement, il le fera parce qu'il a aussi une pression interne. Parce qu'il a beaucoup de la contestation, il faut savoir, en Russie, part du principe que Poutine n'est pas assez dur et que Poutine, d'ailleurs, dès 2014, aurait dû prendre Mariupol, aurait dû prendre tout le Donbass, alors que les Ukrainiens, à ce moment-là, n'étaient pas prêts. On ne va pas refaire l'histoire avec les accords de Minsk, qui est un succès de François Hollande, il faut le dire, et que les Ukrainiens n'ont pas voulu appliquer pour des raisons multiples et variées. C'est bon de le remettre. Macron n'a pas fait appliquer aussi. Oui, attendez. Cela étant, c'était quand même aux Ukrainiens de l'appliquer. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que aujourd'hui, parmi notamment les généraux italiens, on commence à s'interroger sur cette volonté d'armer à outrance les Ukrainiens. C'est symptomatique. Mais surtout, il y a 4 semaines environ, ou 5, je ne sais plus, lors de la conférence qu'il y a eu à Istanbul, il y avait un accord qui était pratiquement scellé, et ce sont les Américains qui ont dit non. C'est assez extraordinaire. Donc vous voyez bien pourquoi. Parce que les Américains ont un objectif. Ils veulent se créer un adversaire, un ennemi, pour refaire leur crédibilité, notamment vis-à-vis de Taïwan. Mais c'est lié aussi à des intérêts géopolitiques liés à la mer Noire, la mer d'Azov, etc. Donc, il faut voir ça, c'est que plus on suit les Américains aujourd'hui, je ne suis pas anti-américain, je suis pro-français, et je ne suis pas pro-russe. Bon, plus on suit les Américains, plus on va dans l'impasse. Il faut noter que les Chinois ont réaffirmé leur soutien il y a 2 jours. On disait souvent que Xi Jinping il ne soutenait pas Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ils le font. Il y a eu ce pont qui a été aussi inauguré. Et les Africains Exactement, donc il y a tout un arc où en fait on considère toujours que la Russie aujourd'hui est isolée, que la Russie, son économie va s'écrouler, etc. Et absolument pas, et les dindons de la farce, c'est les Européens, et là-dessus Jacques Mire a complètement raison. Et oui, et Jacques a raison de dire que nous avions, avec tout ce qui se passait en Turquie, un chemin positif qui venait de l'avant et qui malheureusement n'a pas abouti. Et nous devons reprendre ce chemin de manière indiscutable. D'ailleurs, Erdogan est assez malin, parce que d'un côté, il était capable de vendre des Bayraktar, vous savez, ces drones qui ont fait énormément de mal, notamment au convoi d'approvisionnement russe. Et dans le même temps, il négocie avec Vladimir Poutine, etc. En fait, au niveau des négociations, nous, les Français, on pèse absolument rien. Erdogan a beaucoup plus d'influence de par aussi sa position géographique. On ne pèse rien dans la mesure où on est vassal. À partir du moment où on affirme sa politique, on pèse. Alors c'est de la com, on va en reparler. Non, c'est pas de la com. C'est la crédibilité de la France. Oui, mais aujourd'hui, la France a perdu sa crédibilité parce qu'elle est vassale des États-Unis. Et l'Union européenne aussi, parce que l'Europe de l'Est, si Macron voulait faire quelque chose, l'Europe de l'Est, elle ne suit pas. L'Europe de l'Est, la Pologne, etc. Vous exagérez, Jacques Amia. On va y revenir tout de suite après cette petite pause. À tout de suite.
Les débats avec vous jusqu'à midi. Petit message de l'amie Christine Bouillot qui est à Toulouse. Vous savez, elle me dit il n'est pas encore midi, il fait déjà 38 à Toulouse. Donc, ouais, ça va être tout ce qui est sud, même à Paris. Il faisait très chaud, mais je pense que sud, sud-ouest. C'est là le moment d'aller en Bretagne. C'est là que c'est le plus important. Beaucoup souffrir de la chaleur. Hydratez-vous. Peut-être que le ministère de la Santé nous a pas fait une jolie campagne. Ils ont dit qu'il fallait arrêter de boire de l'alcool. Oui, j'ai vu. Mais ça, c'est. Mais oui, je suis pas sûr que dans le sud ils l'écoutent. Mais vous êtes stigmatisant. Mon je suis cher breton, Éric donc je pourrais stigmatiser les Bretons aussi. Alors. Non, j'allais dire un autre truc, mais bon, la campagne de la Croix-Rouge dont on a parlé, mais on ne va pas en parler. Macron en Ukraine, donc la communication qui est commentée, évidemment, écoutez ce qu'en disait Marine Le Pen ce matin. Emmanuel Macron fait un choix qu'il aurait pu faire il y a une semaine ou il y a 10 jours. Le fait qu'il le fasse aujourd'hui, évidemment, on peut le suspecter, et moi je le suspecte assez facilement parce que je note que Emmanuel Macron ne fait jamais rien ou ne dit jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste. Voilà, c'est malheureux, c'est peut-être les signes du temps, mais Kiev ce matin, il y a une arrière-pensée électoraliste. Je le reproche beaucoup, mais en tout cas, c'est une suspicion qui peut exister. C'est-à-dire que Emmanuel Macron se sert de cette posture, en quelque sorte, de chef de guerre pour tenter d'avoir une influence sur les élections législatives. Alors, Jean-François Copé, lui, de son côté, disait « La maison brûle, Emmanuel Macron regarde ailleurs. L'imaginer dans un train en direction de l'Ukraine alors que l'extrême gauche est hyper menaçante pour notre pays, c'est une folie, d'une telle légèreté. » Thomas Elexhauser, sur le moment choisi par le président de la République. Je pense que ça arrive tard. Il faut quand même rappeler qu'il est encore président, porte-parole de l'Union européenne. Je pense que ça arrive trop tard. On a eu des séquences au mois de février où pendant des heures entières, il y avait des conférences téléphoniques avec Vladimir Poutine, où il fallait à chaque fois des sorties presse pour annoncer, débriefer, alors sans même savoir de quoi il était question. Et que là, cela arrive bien trop tard, alors que beaucoup de leaders européens, dont même Boris Johnson, etc., se sont rendus sur place pour parler pour des intérêts électoralistes du côté de Johnson aussi. Madame Ursula von der Leyen est allée aussi il y a bien longtemps. Donc je pense que ça arrive un peu tard. Moi, Eric Stegner. Au contraire, moi je trouve que Macron, tel qu'on le connaît, ça aurait été justement son défaut de se pointer un peu comme Boris Johnson à Kiev, de s'afficher. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit il y va et il en sort avec rien. Là, on lui critique de passer des coups de téléphone, mais un coup de téléphone, on se met moins en scène que d'être sur place. Oui, moi, je trouve que c'est juste pour moi, il a un côté où il est engagé dans cette crise, mais il n'est pas assez cash. Et c'est pour ça que j'espère que là, il va être vraiment sincère avec Zelensky. Vous savez ce qui se dit, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Ce qui se dit un peu, moi, quand j'étais à Moscou le 9 mai, ce que les milieux un peu moscovites racontaient, c'est qu'ils mettent sur Emmanuel Macron une grande responsabilité dans le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que non mais j'explique ce que... Voilà. C'est intéressant, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, il y a sur leurs exemples du vrai, pas sur la conclusion. Emmanuel Macron, lorsqu'il a vu Vladimir Poutine, vous savez, au Kremlin, c'était, il me semble, le 12 février, Poutine lui a bien dit, si Zelensky avance, eh bien, dans ce cas-là, nous, on va attaquer. Et à ce moment-là, en fait, quand Macron, et d'ailleurs, c'est dans les rapports officiels des échanges, quand Macron est allé voir Zelensky, en fait, il a rassuré Zelensky. C'est pour ça que Zelensky, d'ailleurs, n'y croyait pas dans l'opération spéciale du 24 février. Et c'est d'ailleurs 2 jours après la visite d'Emmanuel Macron que Zelensky a commencé à dire qu'il faudrait peut-être qu'il envisage d'avoir la bombe nucléaire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui est reproché à Macron, même par Poutine, c'est ce que Sarkozy expliquait. Sarkozy disait, Poutine, il est assez simple, il faut être cash, il aime les gens sincères. Et le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il joue sur tous les tableaux. Et on le voit bien là, en finale. Il y va, mais c'est aussi électoraliste par rapport aux Français. Il y a un moment donné, il y a énormément de confusion. Et je pense qu'il doit absolument en sortir. C'est un manque de vision géostratégique. C'est ça le problème. Alors dites-nous pourquoi. Tout simplement parce que ça vient d'être très bien dit, c'est-à-dire que c'est le compromis, c'est le en même temps. Aujourd'hui, on va revenir au voyage d'aujourd'hui. Il va y avoir ceux qui vont dire bravo et ceux qui vont dire contre. Donc c'est ni pour ni contre. On verra ça dimanche au résultat des élections. Donc en réalité, ça peut être un coup de com', surtout quand on y va à 3, mais on verra. Le problème majeur, c'est de savoir ce qu'ils vont se dire en 4 yeux et s'ils vont amener petit à petit Zelensky à reprendre, je dirais, une volonté de négociation. Parce que si ça, c'est pas fait,
eh bien, ce sera peine perdue. On va être dans un conflit qui va durer des années, des mois ou des mois peut-être. Et donc, il va y avoir, c'est toujours la même chose, certains sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Il y en a qui vont se battre avec le dernier Russe, mais il y a plus de réserves en Russie qu'il y en a en Ukraine. Mais ce qui est compliqué avec Zelensky, pour entre guillemets le défendre, c'est que d'un côté, oui, il y a la pression des Américains, mais il faut savoir que l'opposition interne chez Zelensky aujourd'hui, même le critique beaucoup. Porochenko n'a jamais voulu faire de discussion même avec Vladimir Poutine. Tous les gens plutôt nationalistes qui sont importants en Ukraine, ils mettent énormément la pression aussi à Zelensky. Oui. Donc Zelensky est une marionnette, pas uniquement des Américains, parce que il doit aussi les marionnettes vis-à-vis d'un pouvoir qui aussi est corrompu et donc il n'est pas complètement libre. Dominique. Il y a un nationalisme ukrainien qui remonte dès 1919, où là, Kiev, qui était en Pologne, les Ukrainiens d'alors se sont révoltés contre les Polonais, ils ont massacré 90 000 Polonais. Il faut savoir, il faut connaître la proto-histoire. Elle est lourde. Dominique. Deux choses. D'abord, jamais, je prends à témoin Jacques Miard, jamais dans l'histoire de la Ve République, les problèmes de politique étrangère ont pesé de façon décisive dans les élections législatives, ou enfin dans les élections, j'ai envie de dire, nationales. Bon, alors, oui, c'est exact. Donc, n'allons pas trop loin dans les extrapolations qu'on peut faire. Et la deuxième chose, c'est que si, ce que j'espère, et je ne suis pas le seul, mais je ne peux parler qu'en mon nom, si le trio européen réussit à faire bouger un tout petit peu dans la tête, dans ses analyses, Zelensky, il est évident que c'est pas à la sortie qu'ils vont le dire. Non. Si j'osais une formule, il s'agit pas aujourd'hui, alors qu'il faut inviter Zelensky à se mettre dans une nouvelle posture qui n'exclut pas une négociation, donc une forme de compromis. Il ne faut pas, pardonnez-moi, je le mets entre guillemets, j'oublie vite ce que je vais dire, il ne faut pas humilier Zelensky. Donc il faut respecter tout le monde. Hein. Ouais. Après, la diplomatie peut être secrète parfois. Voilà, et elle réussit mieux que la com permanente. Après, Jacques Miard peut peut-être me corriger, mais en général, lorsqu'il y a un déplacement et qu'on envisage justement un accord, en fait, l'accord a été déjà beaucoup discuté à l'avance. Je trouve que là, à moins que pour une fois le Quai d'Orsay ne dise rien et qu'il n'y a rien qui fuite, alors qu'il y a toujours plein de choses qui fuitent, on n'a pas l'impression qu'il y ait une quelconque proposition sur la table et tout le monde dit on espère qu'il y aura une sortie de crise, mais c'est quoi? On est incapable aujourd'hui de bouger la position de Macron. Pour aboutir à la paix le jour venu. Fini, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Tout de suite, André Berkoff.